Ravi de vous retrouver. Passons maintenant à la partie 2 de cette grande journée scientifique intitulée « Quand la finance se met au vert ». Les différents acteurs des marchés financiers n'envisagent plus leurs activités en dehors de l'enjeu environnemental. Nous l'avons vu, nous avons choisi donc d'apporter la lumière sur la finance verte compte tenu du rôle de la finance dans l'économie globale réelle. Ce changement de paradigme que constituent les investissements dits responsables, durables, dans le cadre des critères RSE, ISR, ESG, est évidemment une bonne nouvelle. C'est depuis l'accord de Paris en 2015 que les banques prennent conscience du besoin d'investissement responsable et établissent alors de réelles mesures. Si l'Europe a pris de l'avance dans la réglementation, les États-Unis semblent bien décidés à rattraper leur retard. Joe Biden a organisé récemment le Earth Day et a ainsi donné l'occasion aux grandes banques de renforcer leurs engagements sur les financements climatiques et sociaux, comme si elles se préparaient à un renforcement de la réglementation. La Green Finance désigne donc l'ensemble des actions, comportements ou réglementations financières ayant un objectif environnemental. Elle vise bien sûr à accélérer la transition énergétique. La première obligation verte, un emprunt émis sur le marché par une organisation publique ou privée pour financer des activités favorables à l'environnement, a été émise à San Francisco en 2001. Un seul chiffre, avant de laisser la parole à nos experts. Les émissions d'obligations vertes ont atteint un niveau de 220 milliards de dollars en 2020. Alors pour en parler aujourd'hui, pour commencer cette session, nous accueillons François Riahi. Bonjour François, je suis ravie Valérie de vous retrouver. Moi aussi. Vous êtes donc François, directeur général de financière Love Group chez Love Group, qui est une société orientée vers la production audiovisuelle, l'hôtellerie de luxe et les jeux en ligne. Et vous avez rejoint la holding financière en 2020. Vous étiez auparavant directeur général de Natixis, où vous avez alors mis en place un système de facteurs de pondération verte pour noter l'ensemble des clients en fonction de leur investissement dans le développement durable. Alors, je voulais que vous reveniez pour ouvrir cette session sur ce vaste sujet, une mutation du capitalisme pour répondre aux grands enjeux environnementaux. Comment voyez-vous les choses ? Oui, Valérie, je pense que c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant et unique ce qu'on voit aujourd'hui avec la finance verte, puisque c'est une évolution que je qualifierais darwinienne du capitalisme. La finance verte, finalement, ça revient à ce que pour allouer le capital ou la dette, on prenne en compte et on se pose la question de l'utilisation des fonds dans une perspective environnementale et climatique. Et c'est orthogonal avec la façon dont la finance a réfléchi jusqu'alors depuis la naissance du capitalisme, puisque finalement la finance, dans l'économie, elle est là pour allouer les ressources financières en fonction de ce qui crée le plus de valeur économique, de ce qui crée le plus de profit finalement. Et finalement, il y a évidemment des sous-jacents théoriques pour prendre en compte l'environnement qui sont les externalités négatives, qui ne sont pas matérialisées financièrement, mais qui ont un impact négatif économique. Mais il n'y a pas eu de grande centralisation, il n'y a pas eu un agent centralisateur qui a expliqué qu'il fallait aller vers la finance verte. C'est quelque chose qui s'est fait par l'évolution de tous les acteurs. Et c'est presque, je dirais, un petit miracle, parce qu'il faut finalement, sans qu'il y ait de coordination, qu'à la fois ceux qui recherchent des financements, les entreprises, et à la fois les investisseurs, ceux qui allouent, ou les banques qui allouent les financements, finalement, sans vraiment avoir d'agent de coordination, décident que c'est comme ça maintenant que ça va se passer. C'est une question de poule et d'œuf, parce que si vous êtes investisseur, même si vous vous dites « tiens, j'aimerais bien investir dans quelque chose qui respecte l'environnement », encore faut-il que le produit existe. Et réciproquement, si en tant qu'émetteur, vous vous dites « j'aimerais bien faire valoir que je sers l'environnement », encore faut-il que les investisseurs s'en préoccupent. Donc, c'est quelque chose qui est resté assez marginal pendant pas mal d'années, mais qui aujourd'hui a trouvé une dimension totalement différente. Et vous l'avez dit en introduction, le facteur déclencheur, à mes yeux, c'est les accords de Paris, puisque finalement, on a quasiment tous les États du monde
à l'exception notable des États-Unis, mais qui y reviennent, qui ont exprimé quelque chose de très fort, une trajectoire, des objectifs communs. Et donc, une fois que ces objectifs communs ont été définis, tous les acteurs économiques, que ce soit des entreprises ou que ce soit les acteurs de la finance, sont obligés de se poser la question, est-ce que je rentre dans cette trajectoire? Est-ce que je suis cohérent avec cette trajectoire? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que finalement cette trajectoire arrive et que moi je sois en dehors de cette trajectoire? Et donc, cette évolution, elle a complètement, je dirais, transformé la place de la finance verte, et c'est comme ça une mutation un peu endogène qui est intervenue. Alors maintenant, il faut être conscient que c'est pas parce que les acteurs financiers, enfin plutôt que les acteurs financiers ne peuvent pas avoir une trajectoire 2 degrés si l'économie a une trajectoire 4 degrés. Les acteurs financiers, ils financent l'économie. Ils ne peuvent pas inventer eux-mêmes les technologies qui vont changer le monde. Ils ne peuvent pas aller développer les projets. Donc, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, finalement la finance, c'est ce qui alloue les ressources financières, c'est un peu le sang qui circule dans le capitalisme, et que la finance mette en place les outils et les instruments pour mesurer l'impact climatique, c'est un changement majeur qui permet d'espérer de rentrer dans la trajectoire. Est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que la finance verte a un impact important justement sur le choix des acteurs économiques dont vous parliez à l'instant? Alors c'est la grande question parce que évidemment tout ça, il ne s'agit pas de se faire plaisir en disant qu'une obligation est verte ou qu'elle est bleue. Il s'agit d'avoir un impact. Alors ça, évidemment, on est quand même au début et on n'est certainement pas au bout. Mais moi, je vais vous donner ma perspective de dirigeant. C'est un changement radical pour les dirigeants des entreprises. Si vous êtes patron d'une entreprise et que vous regardez les choses sur le long terme, avec le changement climatique et comme je le disais, les accords de Paris, les deux questions que vous vous demandez, c'est est-ce que dans ce cadre-là, ma trajectoire, elle me permet d'avoir à long terme les ressources humaines et les ressources financières. Alors après, l'équilibre entre les deux dépend, je dirais, de la nature de vos activités. Si vous êtes une activité de service, vous avez besoin de talent, ça va être plutôt les ressources humaines. Si vous êtes une activité qui a besoin d'investissement et besoin de finances, vous allez avoir les ressources financières à un très haut niveau. Mais donc, je ne développe pas la partie ressources humaines, mais juste un exemple. Il y a quelques années, moi, ça m'avait beaucoup frappé, une grande majorité des diplômés des grandes écoles françaises avaient signé un engagement en disant « Si votre entreprise n'est pas sérieuse sur le changement climatique, je ne viendrai pas chez vous. » Et quand vous êtes patron d'une grande entreprise, vous devez dire « Est-ce que les meilleurs vont venir chez moi ou est-ce qu'au contraire, je ne vais pas être capable d'être attractif ?» Donc je reviens sur mon domaine, plutôt la finance. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'était donc à l'époque où j'étais directeur général de Natixis. Je déjeunais avec un de nos grands clients dans le domaine des matières premières, qui était donc le patron d'un de nos grands clients, je lui demandais un peu quelle était sa stratégie. Et il me disait, bon, je sais que ça ne va pas vous plaire et que vous n'allez pas nous financer pour ça, mais moi je vois beaucoup d'opportunités dans le monde du charbon, parce qu'en fait les gens sont en train un peu de délaisser et finalement les rentabilités sont en train de monter. Je lui dis, oui, effectivement, je ne vais pas vous financer pour faire ça. 3 mois plus tard, il a dû annoncer le fait de ne plus développer le charbon sous la pression de ses investisseurs, et parce qu'il a pris conscience qu'en fait, il ne pourrait pas trouver de ressources financières s'il se maintenait dans cette stratégie. Donc c'est un exemple concret c'est un vrai impact de la finance. Deuxième exemple concret, j'étais au World Economic Forum à Davos, et en discutant avec la patronne d'une compagnie pétrolière américaine, elle indiquait, moi, ma plus grande crainte, c'est de ne pas avoir de ressources financières à long terme. C'est que je ne trouve plus d'argent. Je ne pourrai plus me développer. La boîte va mourir si je ne peux pas faire ça. Et du coup, elle a développé des méthodes de captation de CO2 pour pouvoir avoir une histoire qui soit racontable au monde financier à long terme. Le troisième exemple, c'est celui que vous avez cité, je vais citer mon propre exemple, chez Natixis, puisque effectivement, j'ai lancé et mis en place un système innovant chez Natixis, qui était la première banque
à pouvoir piloter son bilan en prenant en compte l'impact environnemental de chacun de ces financements. Ça a été un travail très important. Et pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai lancé ça. Une des raisons, c'est la peur, c'est le risque. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une banque que le risque, que le fait de financer des entreprises qui peuvent se retrouver en faillite. Et si vous financez une technologie dont vous vous dites, dans les quelques années qui viennent, qu'elle est contradictoire avec le mouvement du monde, le risque que vous avez, c'est qu'elle tombe et que vous perdiez votre financement. Donc on est passé, je dirais, dans le monde financier, d'une finance verte qui était au départ un sujet de communication, pour se faire plaisir, on va dire qu'on est vert, qui est devenu un sujet commercial, parce qu'on s'est aperçu que les entreprises, il y avait tellement d'intérêt que finalement ça valait le coup de développer des produits, à un sujet de risque, ce qui est beaucoup plus structurant, parce qu'aujourd'hui, les régulateurs se préoccupent du sujet, font des stress tests climatiques sur les bilans des banques, et donc vont de toute façon imposer aux banques, même si elles ne le souhaitaient pas, de prendre en compte le risque climatique. Donc, vous voyez que c'est un cercle finalement vertueux qui est en train de se mettre en place, qui explique pourquoi on est passé à quelque chose qui a un vrai impact. Et je dirais que ce qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, et on n'est encore qu'au début, encore une fois, hein, il y a encore beaucoup d'impact à venir, c'est que la peur a changé de camp. Si vous cherchez des financements, vous avez peur de paraître en dehors de la norme. Vous devez rentrer quand même dans les clous. Vous devez rentrer, c'est ce qu'on reproche souvent à la finance, c'est finalement de définir des normes, de définir des ratios. Il faut rentrer dans le mainstream pour avoir accès au financement. Et là, ça a changé. Aujourd'hui, le mainstream, c'est d'être soutenable. Et ça, c'est un changement assez radical. Quand on voit que récemment, Total a changé de nom pour bien montrer qu'ils étaient en train de ne pas être seulement une société pétrolière, on est sur un changement majeur. Complètement, et c'est plutôt très positif. Alors, justement, puisqu'on est dans l'optimisme, est-ce que vous êtes optimiste sur cette capacité de la finance verte, finalement, à permettre aux économies d'atteindre les objectifs définis par l'accord de Paris, que nous avons mentionné plus tôt ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Évidemment, je suis optimiste sur le fait que la finance verte et les préoccupations environnementales dans la finance vont de plus en plus avoir d'impact. Vous dire si ce sera suffisant pour entrer dans les accords de Paris, je l'espère, on l'espère tous. Ce ne sera pas le seul élément, parce qu'à la fin, ce n'est pas la finance qui fera la différence, c'est les technologies, c'est les changements dans les modes de vie, et c'est des choses qui sont très compliquées. Donc la finance, elle est là pour aider à tout ça, mais je suis convaincu en tout cas qu'on aura de plus en plus de pression du monde financier sur le reste de l'économie, qui lui-même, évidemment, est en mouvement et se pose toute une série de questions, et que ça fait partie de la solution, de l'optimisme, même si aujourd'hui, il faut le reconnaître, on n'est pas encore sur la trajectoire des accords de Paris. Mais si vous voulez, moi j'ai toujours ce sujet de dire il faut relativiser aussi le fait que la finance verte se soit créée, c'est aussi un pis-aller. C'est aussi pour compenser les carences des gouvernements. Parce qu'en fait, ce qui aurait été le plus efficace pour atteindre ces objectifs, c'est de mettre des signaux prix. Il n'y a rien de plus efficace dans une économie de marché que de changer les prix. Si vous mettez des taxes, si vous mettez des incitations, ça se fait évidemment, évidemment sur les voitures électriques, etc. Mais si vous faites ça à grande échelle, c'est ça qui est extrêmement efficace. Et c'est parce que l'économie de marché, elle réagit très très fortement au prix. Là, c'est plus compliqué, il faut mettre en place des taxonomies, il faut avoir des logiques qui ne sont pas directement quantifiées. Ça marche, je le disais, mais c'est quand même un peu moins efficace. Mais on sait bien que c'est quand même pas simple d'obtenir des décisions générales sur le prix du carbone ou sur des choses comme ça. Mais je dirais qu'il y a trois choses qui me rendent quand même assez optimiste pour l'avenir. La première, vous l'avez indiqué, Valérie, c'est que les États-Unis s'y mettent. Jusqu'à présent, les acteurs financiers américains sur la finance verte, c'est un peu comme les Freeman McCain, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins.
c'est un peu pareil pour les États-Unis. Il y a des grandes déclarations, des grands fonds américains, etc. Mais il y a un abysse entre l'Europe et les acteurs financiers européens et les acteurs financiers américains en matière de finances vertes. Et comme vous le disiez, ça change. Et on a un changement radical à la tête des États-Unis, puisque Trump avait interdit, il était en train d'interdire aux acteurs financiers, en particulier ceux qui gèrent des pensions, d'investir dans des actifs verts, avec l'idée de dire, vous ne pouvez pas prendre, et c'est tout ce qu'on appelle la responsabilité fiduciaire, vous ne pouvez pas prendre un autre élément en compte quand vous investissez l'épargne des Américains que le profit. Vous n'avez pas le droit de prendre un autre élément en compte. Et ça, donc, c'était quand même assez structurant. Ça a changé avec Biden, et donc, ça, c'est évidemment, les États-Unis, c'est un mastodonte économique et encore plus financier, et donc, c'est un élément fondamental. Le deuxième élément d'optimisme, c'est que l'Europe continue à être très active. Il y a la taxonomie verte, je sais qu'un autre intervenant en parlera tout à l'heure, qui avance au niveau européen. Il y a l'idée d'une taxe aux frontières, d'une taxe carbone aux frontières. Donc l'Europe continue à être leader et à faire avancer le sujet. Et puis le troisième sujet d'optimisme, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est les jeunes. Il y a clairement une sincérité et une attente dans les jeunes générations sur le sujet qui dépasse celle de ses prédécesseurs, et donc on peut être qu'optimiste par rapport à ça. Très bien. Alors, une question d'un de nos participants est très importante puisqu'elle revient souvent. On parle beaucoup de greenwashing. Alors, peut-on faire confiance finalement à la finance pour être sincère en matière de changement climatique ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, au début, c'était du greenwashing et de la communication. Et je ne vous cache pas que les différentes banques françaises, par exemple, prenaient des positions sur le charbon pour s'embêter les uns les autres en disant « Tiens, moi, je ne suis pas présent là, l'autre est présent là, je vais faire une grande annonce sur ce sujet, ça va les embêter. » Et donc, il y a eu ça. Et donc, je crois qu'il ne faut pas être dans une logique sur la finance verte comme sur autre chose, une logique un peu béate, ou de se dire que tel ou tel veut faire le bien parce que c'est bien, en dépit de ses intérêts. C'est plutôt un changement. Si c'était que ça, ça resterait marginal comme c'était au début. Au contraire, ce qui est positif, c'est que ce que je vous indiquais, le fait que ce soit un sujet de risque, le fait que ce soit un sujet de développement pour les acteurs financiers, la finance verte, ce n'est pas là pour faire joli, c'est l'avenir. Et si c'est l'avenir, oui, on peut faire confiance aux acteurs financiers parce qu'ils sont rationnels pour saisir ce qui va leur permettre de développer leur métier, d'être présents pour leurs clients et d'être pertinents. Alors, une autre question d'un participant, et ça c'est très intéressant aussi, puisque ça nous ramène un peu à notre capacité à agir en tant que citoyen. Comment les individus, finalement, peuvent contribuer à ce mouvement ? Les individus, ils sont majeurs à la fin du système parce que les investisseurs, on parle souvent des banques en France, on a l'impression que c'est les banques qui sont l'élément le plus majeur. Et c'est vrai qu'en Europe, les banques financent plus l'économie qu'aux États-Unis. Mais à la fin, les vrais financeurs de l'économie, ce sont les épargnants. Alors, ils ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils épargnent à travers du livret A, à travers des assurances-vie, etc. Mais donc, ce qui va être déterminant, effectivement, et c'est déjà en cours, c'est que le souhait d'avoir un impact positif sur l'environnement, c'est quelque chose qui va être proposé aux clients par les banques qui vont commercialiser des produits d'investissement. C'est déjà le cas, ça va se développer de plus en plus. Et donc, les épargnants vont être capables de se dire que oui, ils n'ont pas forcément envie de financer telle ou telle industrie, ils ont envie de favoriser telle ou telle technologie, et c'est quelque chose qui va être de plus en plus visible. Il y a aussi des labels qui sont mis en place par les gouvernements, qui sont importants, parce qu'il y a une norme qui permet d'être sûr de ce dont on investit, et tout ça est en train de se développer. Et encore une fois, c'est très récent. On faisait des études il y a quelques années, parce que là encore, on se dit commercialement, est-ce qu'on a intérêt à développer plus ces choses-là ? Je vous dirais, il y a 5 ans, zéro intérêt.
Aujourd'hui, c'est totalement différent. Donc la prise de conscience, elle a progressé dans l'ensemble de la population. Et comme les gens veulent acheter des produits au supermarché locaux ou qui respectent tel ou tel élément dans la façon de les produire, de la même façon, ils vont vouloir que leur épargne finalement serve le développement économique. Et ce que vous dites en fait, c'est que finalement, non seulement elle est bénéfique pour l'environnement, cette nouvelle forme de financement, mais en plus, elle est lucrative. Oui, parce que l'intérêt, c'est le basculement. C'est-à-dire qu'elle devient la norme. Si l'économie, effectivement, bascule dans des nouvelles technologies qui vont remplacer les technologies polluantes, c'est celles-là qui vont gagner. Les technologies qui sont polluantes, elles vont perdre. Et donc, elles vont entraîner des pertes financières derrière. Donc, oui, à partir du moment où le mouvement est lancé, où le mouvement est réel, eh bien, la finance, elle va aussi se positionner là où est l'avenir. Et l'avenir, aujourd'hui, est à la durabilité. Alors, on a parlé des États-Unis, on n'a pas parlé de la Chine. Alors, je sais qu'on va y revenir avec nos intervenants par la suite. Qu'en pensez-vous? Quel est votre... La Chine est très active en matière de finances vertes. Clairement, l'Asie était en avance sur les États-Unis très nettement sur la finance verte. Alors, pas par rapport à l'Europe. L'Europe est vraiment leader en la matière. Mais l'Asie est une vraie zone d'intérêt. Si vous prenez les différents pays asiatiques, par exemple au Japon, qui a été touché par Fukushima, il y a une vraie attente de se dire qu'on veut investir sur des technologies qui vont être robustes, etc. En Chine, il y a aussi depuis les accords de Paris un mouvement très intéressant d'un point de vue de développement durable. Et là aussi, je pense que la Chine se dit que l'avenir est là et a développé un marché de la finance verte qui est très actif, alors qui est un peu interne. C'est un sous-ensemble. C'est vraiment purement chinois. Mais je dirais la sensibilité est là. Et finalement, la Chine est à ce jour plus avancée que les États-Unis. Je pense que les États-Unis rattraperont s'il y a la volonté politique, mais c'est un des très grands marchés de la finance verte. Parfait, François. Merci beaucoup pour cette intervention Merci qui nous donne finalement de l'optimisme sur toutes ces questions. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Nous allons à présent accueillir Sébastien Delpont du groupe Greenflex. Je laisse le temps à Sébastien de nous rejoindre. Merci, cher François. À bientôt. Merci beaucoup, Valérie. À bientôt.